On va avoir une soirée en deux séquences. Une séquence consacrée au film qui a été réalisé par Nancy et Philippe Barwell, qui ont entrepris un travail magnifique qui essaye un peu de faire le travail de mémoire aussi. C'est un travail de mémoire pour donner la parole par l'image. Et ça, c'est un enjeu très important. Il faut insister sur ce travail de l'image en présentant des auteurs algériens. Je crois que c'est le premier film d'une longue série. Il y a Boualem Sansal qui viendra après, et puis peut-être d'autres. Je laisserai le soin, évidemment, de dire un mot là-dessus. Et puis, évidemment, la deuxième séquence, ce sera, après le film, un débat, un échange avec nos invités, Kamel Daoud et Samir Toumi, qui sont venus spécialement d'Algérie. Et cette soirée, elle sera menée, conduite par Tawfiq Hakam, qui est journaliste. Qui est mon ami. Voilà, qui est mon ami, évidemment, un grand ami, qui est journaliste producteur France Culture. Voilà, je vous remercie encore une fois et je rappelle que on a aussi, juste pour rappeler les séances à venir avant de clore ce programme trimestriel des Jeudis de Lima, qu'on a des rendez-vous. Je vous renvoie au programme. Parmi les rendez-vous phares, il y a un rendez-vous avec Pierre Rabhi, je le prononce en arabe. Ce sera le 19 décembre et évidemment il est servi par une actualité puisqu'il vient de signer avec Jean-Marie Pelt un nouveau livre et c'est la première fois qu'il vient à l'Institut du monde arabe et ça aussi c'est une occasion pour parler avec lui de beaucoup de choses, sur le bonheur, sur l'écologie. Et puis, on a notre rendez-vous, mais qui s'inscrit un peu dans la réflexion politique. Ce sera avec Tariq Ramadan et Alain Grèche. C'est un échange entre ces deux personnalités, puis ainsi que une rencontre sur le soufisme avec l'un des meilleurs spécialistes de Farid Din Attar, Michael Barry, qui viendra des États-Unis, et c'est l'un des meilleurs spécialistes donc, de Farid Din Attar avec Leili Anvar. Voilà, je passe le micro à Nancy Barwell, et encore une fois, merci d'être parmi nous aussi nombreux ce soir. Merci. Oui, je suis moins à l'aise que Mati Kabal pour parler en public, donc j'ai un papier, je m'en excuse. Je voulais vous dire bonjour et vous remercier d'être venu partager cette soirée avec nous. Au nom de l'association Baraka, je remercie Lima de nous accueillir, et particulièrement Mati Kabal et Louise Krasniki, qui ont œuvré pour la préparation de cette soirée. Merci à Maïssa B, à Kamel Daoud et encore plus à Samir Toumi qui est sorti de son lit pour venir participer à cette soirée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je vais vous donner quelques informations sur notre association Baraka, qui est une association d'intérêt culturel qui existe maintenant depuis 2 ans et qui a pour but de favoriser la connaissance réciproque de l'Algérie et de la France, afin de pouvoir regarder d'un œil neuf l'histoire de leurs relations et de promouvoir des échanges entre les deux pays au moyen de films documentaires, conférences ou voyages. Notre enthousiasme est grand, à la mesure de nos rêves, mais nos moyens sont limités. Aussi, le film que vous allez voir est disponible en DVD à la librairie de Lima et bien sûr vendu au profit de notre association. Une raison supplémentaire de l'acheter, c'est que dans ce film, il y a un bonus. Et ce bonus est une galerie de photos qui s'appelle Algérie d'hier et d'aujourd'hui. Et l'Algérie d'hier, ce sont des photos totalement inédites qui datent de 1912 et qui sont vraiment passionnantes. Ça vient d'une collection privée d'un ami et c'est très très intéressant. Voilà.
Merci à tous ceux qui soutiennent le travail de Baraka, et en particulier à la famille Mascaro qui est dans cette salle ce soir. Merci aussi à toutes les associations amies qu'il serait trop long de citer ici. Georges Morin est là, président de Coup de Soleil, et il y en a d'autres. Un mot enfin sur la genèse de notre premier film documentaire, Rencontre avec Maïssa B, que vous allez voir donc dans un instant. Je dis premier film, d'une part pour attirer votre indulgence, mais aussi pour vous dire que d'autres films sont en cours de montage. Depuis bientôt 3 ans, Philippe Barouel et moi-même avons entrepris un travail de mémoire et de transmission qui est loin d'être terminé, en réalisant une série d'entretiens vidéo avec des personnes ayant ou ayant eu un vécu avec l'Algérie de 1954 à ce jour, tous âges, religions et origines confondues. Ainsi, le vécu singulier de chacun donne un aperçu de la complexité de la réalité et souligne l'emprise de l'histoire avec un grand H sur nos trajectoires individuelles. Au printemps 2012, et grâce à Bernard Janicot, qui lui aussi est venu d'Oran spécialement pour cette soirée, nous avons eu la chance de rencontrer Maïssa B, qui nous a reçus chez elle, à Sidi Bel Abbès, et qui nous a accordé l'entretien que vous allez voir maintenant. Voilà. Bon spectacle et à tout à l'heure. Merci. Alors merci d'être resté pour le débat, un débat donc avec Maïssa B que je n'ai plus besoin de présenter puisque vous venez de voir un film. Est-ce qu'on sait tout à partir de ce film de Philippe et Nancy Barouel, on en parle. Juste à côté, Samir Toumi et bien sûr en face de moi, Kamel Daoud. C'est une rencontre de première fois. Premier roman publié en France pour Kamel Daoud, Meursault contre-enquête chez Actes Sud. Premier roman aussi pour Samir Toumi chez Barzac, Alger Le Cri. Maïssa B, est-ce que déjà, puisqu'on voit dans ce film, cette idée de première fois est très présente. Vous vous souvenez toujours de la première fois où vous avez aimé un texte, la première fois où vous avez publié, la première femme qui vous a aidé? Et j'ai envie de vous poser la question, la première fois que vous avez eu envie d'écrire? Mais je crois que j'ai suffisamment parlé. Je crois qu'on va peut-être aussi les interroger. Oui, je crois que sans faire exprès, en fait, quand on évoque quelque chose qui compte pour soi, on essaie souvent de revenir à la genèse, à ce qui a déterminé cette chose-là, le pourquoi des choses. Et la première fois que je me suis mise à écrire, j'étais toute petite, j'écrivais des textes. Pour moi, j'écrivais des poèmes, comme tout le monde d'ailleurs, mais c'était surtout pour ne pas être lue. Il a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour pouvoir accepter l'idée que de donner à lire ce que j'écrivais. Mais je me souviens pas du tout de la première fois où j'ai écrit, mais j'ai toujours écrit, me semble-t-il, toujours, depuis que j'ai appris à lire. Parce que dans le film, on a l'impression que votre premier texte, un texte que vous avez écrit donc pendant les années 90, ouais. Et c'est ça, peut-être ça qui vous réunit, c'est qu'il fallait qu'il y ait une crise politique. D'accord. Merci. Et on avait l'impression qu'il fallait une crise politique pour qu'il y ait cette envie non, peut-être pas d'écrire, puisque vous disiez que vous écriviez déjà toute jeune, mais de partager l'écrit. Ça ne se fait pas de cette façon-là en se disant c'est parce que ça ne va pas dans le pays, c'est parce que ça ne va pas autour de moi, c'est parce que j'ai envie de faire entendre la voix. C'est des choses qui en tout cas personnellement, qui me dépassent. Cette envie, elle devait être là depuis très longtemps. Il a fallu quelque chose qui vienne catalyser tout cela. Et c'est peut-être aussi cette crise que le pays a traversée, cette guerre qui ne disait pas son nom à cette époque, qui a exacerbé en moi et en beaucoup d'autres personnes l'envie de
de faire quelque chose, quoi, de réagir, voilà. Et je crois que c'est une écriture, comme celle de Samir et de Kamel, qui est une écriture, qui est une réaction par rapport à quelque chose. Et c'est souvent le cas des écritures dans nos pays aussi. Alors, puisque vous avez décidé, Maïssa Abbé, d'inviter Kamel Daoud et Samir Toumi, je voudrais bien voir... Pourquoi ? Oui, pourquoi et comment vous avez reçu leurs textes respectifs ? Alors quand on m'a proposé, quand le Nancy et Philippe m'ont prévenu, m'ont dit que le documentaire allait être présenté ici, ma première réaction a été c'est bien que le film soit présenté, mais j'aimerais être accompagnée. J'aimerais vraiment être accompagnée de 2 personnes que j'aime beaucoup. Kamel, je connais depuis assez longtemps maintenant, et il y a entre nous une relation qui n'est pas seulement une relation d'écriture, mais une relation affective, je crois. Oui. Et puis, Samir, ça a été une découverte. Ça a été un coup de foudre littéraire. Voilà. Ça a été une découverte au Salon du Livre d'Alger. Nous avons le même éditeur, les éditions Barzac. Selma est là. Selma est là, oui. Oui. Et Selma m'a dit, voilà, tu vas regarder, voilà, Samir vient de publier. Et j'ai ouvert la première page. Il était d'ailleurs à côté de moi, il va peut-être le raconter. Et à la première page, d'ailleurs je lui ai dit, j'ai envie de lire cette page pour que tout le monde voit. À la première page, j'ai compris que j'avais affaire à à un écrivain, quoi, c'est tout. Et puis, la raison seconde, donc en dehors de mes coups de cœur pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils font, particulièrement Kamel, que tout le monde connaît, et il savait pourquoi, il y a aussi cette idée, j'en ai parlé tout à l'heure avant d'entrer dans la salle à une personne, cette idée que, pour moi, il est essentiel de faire savoir et de faire connaître. Ils n'ont pas besoin de moi, hein, de toute façon. Mais de savoir qu'en Algérie, il y a des voix importantes. Il y a des voix essentielles. Et c'est pas seulement notre génération ou les générations qui ont précédé. Il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Et il y a une espèce d'effervescence aujourd'hui. Je parlais de l'effervescence des années 60. Eh bien, je la ressens, moi, en ce moment, parce que j'ai la chance et le plaisir de pouvoir fréquenter et rencontrer énormément de jeunes. Bon, alors je vais dire très sincèrement, peut-être pas à Sidi Bel Abbès, on n'y en a pas, j'en connais pas beaucoup, mais plutôt à Alger, et je sens qu'il y a une véritable... Pour moi, ça passe par la culture, évidemment. Il y a une vraie... effervescence au niveau de la création littéraire, au niveau de la création tout court, la création artistique, la peinture, la musique, etc. Et je veux qu'on voit ce pays qui nous est cher malgré tout. Je veux qu'on le voit comme ça, comme un pays qui a donné naissance et qui continue de donner naissance à des voix importantes et de belles voix surtout. C'est très rare de voir. Bravo, merci. Je disais, Maïssa Abbé, c'est très précieux de voir des écrivains réunis. Ouais. C'est rare de les voir réunis. Peut-être que vous l'expliquerez tout à l'heure, mais qu'est-ce qui vous a plu, j'allais dire, dans les univers de Kamel Daoud, de Samir Toumi ? Est-ce que le fait qu'ils écrivent en français, c'est une affinité parmi tant d'autres ? Oui. Est-ce que c'est le style, et ça reste style littéraire, ou est-ce que le propos qui est là, qui est présent dans leur... de livres, c'est aussi un propos dans lequel vous reconnaissez ou que vous avez envie de défendre, de partager avec eux ? Bon, la langue française, évidemment, c'est le partage, c'est ce que je partage avec eux, de toute façon, ça c'est clair. Mais ce que je ressens très profondément en lisant les livres de Kamel, Kamel a écrit un recueil de nouvelles avant, et il écrit ses chroniques au quotidien, il écrit bien d'autres choses. Et ce que j'ai ressenti aussi en lisant le texte de Samir, c'est une sorte de résonance, voilà. Une vraie résonance entre ce que je ressens, moi, aujourd'hui, pas seulement par rapport à l'Algérie, mais par rapport à une vision du monde, par rapport à quelque chose qui est en train et qui va très vite aujourd'hui d'ailleurs, tout ce qui se passe dans le monde, et leur vision à eux, et leur manière d'être et leur manière de dire les choses, qui fait écho. Il y a un véritable écho en moi. Au-delà du style, au-delà du style, c'est vraiment cette résonance-là qui fait que, vous savez, on traverse très souvent des moments de, je ne vais pas dire de désespoir pour pas exagérer, mais des moments
de lassitude. Après plusieurs années, quand on voit que les choses ne changent pas, quand on voit que ça ne va pas aussi bien qu'on voudrait que ce soit, eh bien, ce sont des voix comme celle-là qui nous permettent de nous dire que peut-être tout n'est pas perdu, je pense. Alors, sans sombrer dans les lieux communs, moi qui vous ai lus tous les trois, j'ai l'impression qu'il y a un point qui vous réunit, c'est que vous êtes des grands solitaires, chacun à sa manière, et vous l'exprimez bien d'ailleurs dans ce film, des solitaires qui ont décidé de parler des autres et de faire entendre toutes les voix qui n'ont pas la pression. Merci, Selma, pour redonner la parole à ceux qui sont nombreux à être seuls ou qui se sentent seuls. Je pense que de toutes les façons, l'écriture est vraiment une activité de solitaire. Il est très très difficile à quelqu'un... Même dans le propos. La solitude est présente dans le propos de chacun de vos récits. Il y a cette espèce de ressenti qui est là. Tout à fait. C'est peut-être aussi ça qui fait écho et qui fait résonance. Et l'on s'adresse à toutes les autres solitudes, à tous ceux qui sont ou qui se croient seuls. Parce qu'il n'y a pas de plus grand, pour moi, il n'y a pas de plus grand désespoir que l'idée qu'on se fait de sa propre solitude. On a l'impression que il n'y a plus de main tendue, il n'y a plus de regard à saisir. Mais l'écriture, c'est ça. C'est ce qui vous permet de tendre la main, c'est ce qui vous permet de saisir et de vous confronter à un regard. Et je crois que, en tout cas pour moi, c'est essentiel. Merci Maïssa. Kamal, alors justement, vous qui avez lu les romans de Maïssa Abbé, quand vous découvrez un peu sa vie à travers ce film qu'on vient de voir, quelle réaction vous alimente un peu votre imaginaire en faisant le lien entre l'œuvre littéraire et la vie de Maïssa Abbé? C'est-à-dire, pour être sincère, Maïssa incarne pour moi la définition d'un mot que désormais je déteste. C'est le mot réconciliation. Autant que j'aime, j'ai aimé, je suis séduit, je suis charmé quand elle parle parce qu'elle donne de la cohérence au chaos dans lequel je vis. Elle donne la chronologie à mon histoire. J'ai toujours cette impression que c'est une histoire qu'on peut raconter, qui a un début, qui aura une fin. Autant que le mot réconciliation a été tellement dégradé par le politique que c'est un mot que je n'aime pas. Il faut j'ouvre une parenthèse par exemple autour de vous avez parlé tout à l'heure tu as parlé tout à l'heure de réconciliation comme loi dans le projet de la prochaine constitution, elle va être inscrite comme étant quelque chose une constante nationale, c'est-à-dire on n'a plus le droit de raconter, de parler, de remettre en question. On a été sommé de pardonner. Donc, c'est un petit peu... Maïssa raconte très bien. Elle a raconté d'une manière qui m'a qui m'a ému, cette fausse réconciliation, ce silence. Et puis, elle a raconté cette double histoire à laquelle je suis confronté et que je regarde et que je subis. Une histoire coloniale qui est là, que j'ai appris à l'école, qui m'a été transmise... avec mensonge et avec exagération par l'école, qui m'a été transmise autrement par la filiation familiale, et que Maïssa raconte avec quelque chose qui est réconcilié, qui est très rare en Algérie, je veux dire. Elle n'est pas dans la violence. Et ça, c'est assez séduisant, c'est assez étonnant de la part de quelqu'un qui prend parole en Algérie. Et en même temps, cette deuxième histoire, c'est l'histoire de la décennie noire, de la guerre civile, qu'elle raconte, qu'elle a subie aussi, et qu'elle raconte aussi avec douceur, et ça c'est assez étonnant parce que je fais partie de cet univers où on n'a pas arrêté de faire la guerre contre le colon, contre le colonisateur, contre nous-mêmes, contre le présent, etc. Et la guerre c'est un désordre, c'est un chaos. Et rencontrer quelqu'un qui donne de la cohérence à ce désordre et qui parle avec tendresse de cette histoire-là, c'est assez, ça me touche, ça me séduit. Et je suis capable de l'écouter parler pendant des heures. Alors quand il s'agit de lire, c'est encore. Oui, tendresse, sérénité, mais une fausse sérénité, comme Maïssa Abbé dit. Moi qui ai vécu la guerre d'Algérie de ce qu'elle avait de plus violent, c'est-à-dire les dernières années de la guerre, alors qu'on est enfant, écolier, elle qui a été marquée par les traumas de la guerre et qui a pu surpasser ça, elle fait le constat, pour ne pas dire le reproche, à votre génération, aux générations qui sont venues après, qui ont pris cette histoire, mais pour la rendre encore plus passionnelle qu'elle ne l'a été, et qui la mettent plus
plus cruel. Et plus cruel, et qui devient au centre même du débat entre Algériens, alors que, j'allais dire, l'autre protagoniste, c'est-à-dire la puissance coloniale, n'est déjà plus là. Oui, mais c'est ce qui me frappe, justement. Moi, je fais partie de cette génération qui a subi et qui pratique la cruauté, autant dans l'écrit que dans la vie courante. C'est-à-dire, nous, on a été élevés peut-être dans la colère, dans la réaction, dans l'exclusion, dans l'enfermement, dans la rétraction, dans l'enfermement sur soi. Et ce que j'étais gamin, dans les années 80, et c'est vrai ce que raconte Maïssa Bey, ce que j'avais en offre de sens pour construire ma vie, je n'avais pas le partage, je n'avais pas l'humanité, je n'avais pas la tolérance, j'avais l'islam, j'avais l'islamisme surtout, j'avais cette arabité, je veux dire, idéologique comme identité imposée, etc. J'avais de l'affect, mais de l'affect, je veux dire, douloureux, colérique, violent. Donc c'est assez. Nous sommes, je crois, une génération de la colère, mais c'est pas une colère saine. C'est une colère qu'on a aussi retournée contre nous-mêmes. Quelque chose. On est en colère contre les autres, contre le régime, contre nos aînés aussi, et contre même nos descendants qui vont venir. Je veux dire, nous sommes très en colère, et cette colère devient agressivité, elle devient violence, et je l'écris, je la pratique même. Je veux dire. N'est-ce pas, Samir? Samir Toumi, justement, c'est le moment de prendre la parole. Vous qui avez écrit un premier récit qui s'appelle Alger, le cri, et qui est un cri, effectivement. Oui, c'est un cri, mais alors en même temps, on rigole beaucoup avec Kamel, parce que des fois, je lui dis, tu nous déverses ta mauvaise humeur tous les matins, donc je t'en veux, parce que... voilà. Et en même temps, c'est tellement beau. Mais moi, quand j'ai écouté Maïssa, au contraire, j'ai pensé à toutes... Tu en parlais à tous ces pardon, je trouve plus mes mots. Tous ces millions d'individus. Tu as parlé des enseignants, tu as parlé des personnes qui travaillent. Cette espèce de voilà, on continue, on avance, on pardonne par réconciliation. On prend du recul. Moi, je le trouve aussi souvent. Un peu chez tout le monde, et je pense que si ce pays n'a pas sombré, c'est parce que justement au quotidien tu as ces mères, tu as ces parents, tu as ces individus qui, malgré toutes les difficultés, malgré tout ça, essayent de garder un cap. Et ça n'a absolument rien à voir avec le niveau ni socioculturel, alors chez nous en plus, ni voilà. Mais il y a ce bon sens au quotidien, il y a ces valeurs de base qu'on retrouve, mais dans des petits gestes du quotidien, dans ces infinies choses qui font. Et moi, c'est ce que j'ai vu aussi quand Maïssa parlait, j'ai vu ça. Et alors, ce qui m'a aussi frappé dans ce dont tu parlais, ça a été ce silence à Sidi Bel Abbès sur la. Oui, sur la guerre. Moi, je me rappelle que Barzac a fait un livre qui s'appelle La fleur de silence. Et je crois que c'est la première fois qu'il y avait des photos de personnes qui témoignaient sur le terrorisme. Absolument, tu as fait la préface. Et moi, je l'avais tendu à ma mère en lui disant, tiens, regarde, il y a ce truc. Elle a ouvert une page, elle a fermé. Elle m'a dit, non, je ne peux pas voir. Voilà. Et c'est vrai que ce silence autour de cette période fait écho à cette envie de prendre les gens et de leur dire, allez, vous allez vous réconcilier. C'est-à-dire que c'est aussi une autre forme absolue de silence que d'imposer une réconciliation comme ça, de la décréter. Voilà, c'est les deux extrêmes de la violence. Il y a un silence parce que il y a eu des écrits, il y a eu des films, il y a eu des débats autour de la guerre. Non, mais on a pris l'habitude de dire, par exemple, que la guerre d'Algérie n'a jamais été représentée dans le cinéma. Et en cherchant bien, il y a eu beaucoup de films qui parlaient de la guerre d'Algérie. Est-ce qu'il faut parler vraiment de silence ou une envie de prendre un peu de la distance? Maïssa Bey, il vous a fallu plusieurs années avant d'écrire, mais aussi plusieurs années avant de parler de la guerre d'Algérie, avant même de parler des violences des années 90 et de la décennie noire. Est-ce que pour un écrivain, prendre de la distance vis-à-vis de l'événement, laisser passer le temps, est quelque chose d'utile ou pas? Sans doute, la distance est nécessaire, le recul est nécessaire. Mais je crois que dans toute écriture, et c'est ce que viennent de dire Kamel et Samir, en tout cas à mon sens, il n'y a pas de préméditation.
Il n'y a pas de moment où l'on se dit, enfin en tout cas c'est comme ça que je fonctionne, on se dit, on s'installe et on se dit je vais écrire sur quelque chose. Il y a simplement toute une série, et en particulier pour ces dernières années, une série d'événements auxquels nous sommes confrontés et qui font naître des questionnements, mais des questionnements qui vont de plus en plus profonds dans notre être à nous, mais surtout dans l'histoire du pays dans lequel on vit, dans l'histoire, dans le quotidien des gens. Et ce sont ces questionnements qui nous poussent à aller de plus en plus loin. Par exemple, j'ai écrit Bleu, Blanc, Vert. À quel moment ? J'écris, et puis c'est un texte qui porte sur les années de 62 à 92. Je me suis arrêtée en 92. Ce livre, je l'ai écrit en 2002. Je suis revenue sur cette période-là de notre histoire. Mais je l'ai écrit pourquoi ? Je me suis pas assise un jour en me disant tiens, je vais écrire un livre sur cette période parce que c'est intéressant, parce que ça raconte mon adolescence. Non, c'est parce que plus les questionnements se font insistants, plus on cherche de réponses qu'on n'arrive pas à trouver, et plus il y a quelque chose qui se joue et qui est de l'ordre de la raison au sens du bon sens. Et la question c'était qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à cette fameuse année 92, la mort du président Boudiaf et le déclenchement. Qu'est-ce qui a bien pu se passer que nous n'avons pas su, que nous n'avons pas pu voir et qui était en train de se jouer à ce moment-là. Et voilà comment ce livre est advenu. Vous voyez, il n'y a pas eu véritablement la nécessité de prendre du recul par rapport à cette période-là. Non. Et puis il y a des gens aussi qui écrivent aussi sur le vif. Nouvelles d'Algérie, je l'ai écrite, ce sont des nouvelles écrites sur le vif, au moment même où les choses se passaient. Il y a aussi d'autres romans qui ont été dictés par et je reprends le terme de Kamal, une vraie colère. Une colère qui a fait que j'ai utilisé le seul moyen que j'avais à ma portée pour l'exprimer, c'était l'écriture. Donc voilà, on ne peut pas généraliser. Et dans le film, on apprend que vous avez beaucoup travaillé avant de trouver un style. Alors, quand on dit beaucoup travaillé pour trouver un style, j'ai l'impression que c'est beaucoup travaillé pour gommer tout ce qui est colère. Qu'est-ce que vous avez travaillé au juste Le style. Non, mais ça veut dire quoi ? Non, mais oui, je sais pas, je me suis peut-être pas bien exprimée dans le film. Mais il faut partir des livres que je lis qui font que je suis une lectrice extrêmement exigeante. Voilà. Et que, au moment où on se dit, on vous dit que vous êtes écrivain, on a un moment où on se dit non, c'est pas ça. C'est pas ça ce que je suis en train de faire. Ça n'est pas ce que j'ai envie d'écrire. C'est pas la façon dont j'ai envie de le dire. Donc il y a cette espèce d'exigence, de qualité littéraire entre guillemets, mais qui est relative peut-être à une musique, on a en soi un rythme, une façon de dire les choses qui n'appartiendrait qu'à soi, et ça j'ai mis beaucoup de temps pour le trouver. Voilà, ça n'a pas été, ça n'est pas évacuer les colères et tout. Et c'est vrai, vous avez tout à fait raison, parce que écrire sous le coup de la colère, c'est aussi prendre le risque de pas moduler le cri, voyez. Et il y a quand même aussi quelque chose de l'ordre du style qui est, enfin, ce que j'appelle le style qui est absolument nécessaire. Et vous, Kamal, comment vous travaillez votre écriture ? Vous qui avez l'habitude de réagir à chaud tous les jours dans le quotidien d'Oran et dans d'autres supports, là on sent une écriture, j'allais dire, énervé, de contestation. Est-ce que la littérature vous permet de prendre de la distance, de remettre en cause vos énervements, vos questionnements premiers pour essayer de trouver autre chose, pour essayer même de contredire les premières impressions que vous avez vis-à-vis d'un premier jet ou d'un événement ou d'une première analyse ? C'est exactement ce que souhaite mon éditeur à Alger. Mais bon. C'est exactement ce que vous ne faites pas. Non, mais c'est vrai que c'était... alors là, moi, je suis piégé, je suis chroniqueur. Et donc, je suis piégé par la chronique. C'est un genre qui n'existe plus en France, qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on peut-être... j'ai pour habitude de faire le parallèle avec la presse française du 19e siècle, avec les publicistes de l'époque. Donc, c'est un genre où on est à la fois dans l'éditorial, dans la polémique, mais on est tout à fait libre, non seulement dans
le sujet sur lequel on va parler, mais même libre de. Je peux parler de mes humeurs, d'une chaise, c'est vraiment la chronique au sens. Et cette définition de la chronique, elle n'est pas très éloignée de l'acte d'écrire dans le sens littéraire. Donc, je slalome et je balance entre les deux. Certaines nouvelles que j'ai publiées sont parties. En fait, au début, les premières lignes, c'était des chroniques. Ce roman-là, par exemple, Le Meursault contre enquête, au début, c'était une chronique. Donc, il n'y a pas de frontière très distincte entre les deux. Mais en même temps, je comprends avec le temps qu'il faut justement cette frontière-là. Autant il faut garder cet élan, cette émotion à la base de la vision du monde, de l'écriture, c'est autant que dans l'écriture romanesque, il faut passer à quelque chose que je n'aime pas beaucoup, qui s'appelle le métier à tisser, c'est-à-dire fabriquer quelque chose. Mais c'est difficile un petit peu de se démarquer. Sofiane Hadjaz, mon éditeur, disait que quelqu'un lui a dit, quand Kamel écrit, on entend la machine à écrire qui tape. Et c'est vrai que j'aime ce rythme rapide, cette formule qui frappe, et je vis l'écriture dans la hâte. C'est aussi le syndrome des journalistes. C'est-à-dire, vous avez le deadline, vous avez des heures, vous avez un nombre de signes très, très précis à fournir. Donc, que vous le vouliez ou pas, ça marque votre pratique du littéraire. Mais maintenant, j'ai promis à mon éditeur que pour le prochain livre, je vais pas faire je vais prendre beaucoup de temps. Oui, mais en même temps c'est très difficile parce que je suis constitué aussi comme ça. J'écris dans la vitesse. J'écris très 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 rapidement, à tel point que ça a l'air parfois maladif. Parce que je conçois le texte avant. Il est là, je l'entends, j'ai sa mélodie, j'ai sa composition. Après, juste il faut placer les mots. Et donc, le texte ne garde le fait d'écrire ne garde son charme et sa séduction pour moi que parce que c'est un plaisir fou. Si j'enlève, si je le transforme en métier, je ne sais pas si je vais écrire avec beaucoup de plaisir. Et je pense que le lecteur le plus naïf le sait. Quand on s'ennuie à écrire, on s'ennuie à lire. Et quand on trouve pas, si moi je n'arrive pas à transmettre cet orgasme d'écriture, le lecteur ne le sentira pas. Donc c'est à peu près un petit peu. Il faut de la discipline bien sûr pour un petit peu séparer les deux genres, mais il faut pas que cette discipline tue l'enthousiasme de la chose. Et comment vous écrivez dans la langue française, Kamel Daoud? Est-ce que vous avez l'impression d'écrire comme seul un Algérien vivant en Algérie aujourd'hui, dans les années 90, peut penser, donc écrire? Ou est-ce que quand même, quand vous écrivez, surtout quand c'est de la littérature, un roman, vous essayez de vous glisser dans le moule d'un écrivain francophone, qui soit français ou d'ailleurs, mais qui reste d'abord un écrivain qui s'exprime dans une langue qui est parlée au-delà des frontières algériennes? Écoutez, l'histoire de la langue, elle est très différente de l'histoire de mon français, très différente de l'histoire du français de Maïssa Bey. Ce n'est pas un héritage. On connaît un peu tous la fameuse expression de Khatib Yassine qui parle du français comme butin de guerre. Pour moi, je suis de la génération où le français est un bien vacant. C'est-à-dire, je suis arrivé, il était là, je le prends. Et toute langue abandonnée se créolise, qu'on le veuille ou pas. C'est-à-dire, elle devient insulaire, surtout en Algérie. Et donc cette langue, je l'ai pas découverte d'abord à l'école. C'est une langue que je n'ai pas que j'ai découverte, et j'ai découverte avec les livres d'abord. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je fais partie de la génération où l'arabisation a été déjà installée, imposée, etc. Donc, j'ai découvert le français tout seul en lisant des livres à la maison que j'ai trouvé accidentellement, et j'ai commencé un petit peu à composer mon propre dictionnaire par recoupement. C'est-à-dire, les mots étaient, j'en reconstituais les définitions par recoupement. Parfois, les définitions étaient vraiment absurdes, et jusqu'à maintenant, j'ai des difficultés avec certains mots. J'ai l'habitude, par exemple, de dire, j'ai mis quand même 3 ou 4 ans à comprendre l'expression feu Balzac. Pour moi, jusqu'à maintenant, c'est une petite couronne de flammes bleues autour d'un prénom. Et j'ai appris la langue par recoupement. Chaque mot éclairait l'autre, et ainsi de suite. Donc c'était assez. L'accès au livre était aussi très, 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 très difficile. J'ai pour l'habitude de dire aussi que je raconte souvent cette histoire, mais elle est tout à fait vraie. Peut-être qu'il faudrait l'écrire un jour. Vous savez, à la fin des romans, il y a toujours déjà paru. Ouais. Moi, je construisais des histoires à partir des titres. D'accord ? C'est pour ça que je raconte encore cette histoire qui n'est pas une blague. J'ai dit, par exemple, j'ai écrit
les livres de Steinbeck quand j'avais 12 ans. C'est-à-dire, je les ai imaginés, j'ai investi. Donc, l'histoire de cette langue n'est pas une histoire d'héritage pour moi. C'est une histoire de dissidence. C'est un accident merveilleux qui dure jusqu'à maintenant. Mais c'est un accident aussi. Enfin, alors, Kamel Daoud, vous êtes journaliste et connu en tant que chroniqueur. Donc, vous travaillez avec l'écriture. Maïssa Bey aussi, quand vous étiez enseignante, vous étiez plongée dans ce monde de l'écriture. Ce qui paraît plus original, c'est votre parcours. Samir Toumi, vous qui êtes entrepreneur, et c'est-à-dire, oui, le monde des affaires, vous êtes arrivé vous êtes arrivé à la littérature avec peut-être quelque chose qui rend votre premier texte très intimiste, Alger, le cri précieux, oui, parce que vous êtes un peu décomplexé, vous n'avez pas hésité, par exemple, à introduire dans cette langue française que vous maîtrisez par ailleurs très bien, des mots en arabe, des mots en berbère. Pour vous, c'était vraiment faire le portrait, votre portrait intime, à travers Alger, et donc faire en sorte que la musique de cette ville se retrouve dans les mots, quitte effectivement à passer par une écriture qui ne peut être comprise que par les Algériens ou les initiés. Oui, en fait, l'idée, moi, j'ai commencé à la première personne du singulier, donc très égoïstement. J'ai parlé de moi. Donc, forcément, à un moment, comme c'est vraiment un travail introspectif que j'ai tenté, dans une forme d'urgence aussi. J'écoutais Maïssa qui disait qu'on prémédite pas, c'est tout à fait vrai. Moi, j'ai écrit ce texte en avril 2010. En août 2010, j'ai fait sonner les trompettes de Jéricho sur l'avenue Bourguiba à Tunis. Et puis, j'ai arrêté d'écrire ce texte le 14 janvier 2011. Donc, est-ce que j'ai senti une vibration ou quelque chose? Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai commencé à écrire. Et j'avais envie de parler de moi. J'avais envie de parler de moi, non pas pour raconter ma vie, qui est tout à fait banale, mais tout simplement parce que j'avais une forme d'urgence qui consistait à essayer de positionner les choses par rapport au lieu où je vivais, à ma place dans cette société, à d'où je venais. Voilà. Et à 40, vous allez me dire c'est un peu tard, mais à un peu plus de 40 ans, j'ai voulu poser les choses. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une difficulté. Alors, justement répondre à ces questions-là, et la ville, ça a été un super psy, en fait. Donc j'ai parlé d'Alger pudiquement, parce que j'ai eu plus de facilité à parler de ma ville qu'à parler de moi. Et puis petit à petit, les choses se sont mises en place comme ça. Mais du coup, quand on parle de soi, effectivement, il y a le problème de la langue. Et là, oui, dans l'intimité de la langue, et comme tout le monde, alors peut-être avec des dosages plus ou moins importants, arrive l'arabe et arrive le berbère pour moi, puisque je suis kabyle. Et donc oui, à un moment, la langue de l'intime s'est mélangée, ce français s'est mélangé, et même dans la rythmique. Parce que je me suis rendu compte en écrivant ce texte que j'avais envie de répéter. Alors là aussi, ça a un peu agacé l'éditeur, mais de répéter, d'être dans la répétition. C'est pas bien la répétition en langue française, mais nous, on a besoin de ce chant circulaire, de cette mélodie circulaire, presque soufie, quoi, presque litanique, quand on parle de soi, parce que je pense que c'est les rythmes premiers qu'on nous a inculqués comme ça fait partie de notre héritage à tous, à travers les isfras, à travers l'histoire qu'on nous a racontée, à travers et puis le fait d'être dans ce rythme permanent au quotidien, qui fait que oui, ce langage de l'intime, cette langue de l'intime, elle prend des contours, oui, qui sont peut-être un peu particuliers, qui peuvent résonner, oui, pour des gens qui vont trouver, oui, certaines subtilités. Par exemple, daousso, c'est un mot qui a fait beaucoup rire en Algérie. Ouais, mais... Parce que, voilà, il y avait ceux qui connaissaient daousso, ceux qui connaissaient pas, etc. Si parmi le public, des gens veulent poser des questions à Maïssa Bey, à Kamel Daoud ou à Samir Toumi, vous êtes les bienvenus. Je crois qu'il y a un micro qui doit se balader. Il y a une main qui se lève, monsieur, et puis... Bon, déjà, monsieur, là. Oui,
Si vous me permettez, tout d'abord un petit hommage à Lucette Hadjali qui vient de disparaître et qui a un peu participé à cette lutte en Algérie, et aussi un clin d'œil à son mari Bachar Hadjali, qui a aussi été quelqu'un qui a aussi rayonné et influencé au-delà de la fac d'Alger. Mais j'ai une petite question dans le documentaire très instructif qui m'a interpellé, mais il y a tellement de choses très intéressantes d'ailleurs, même s'il y a des télescopages entre la guerre d'Algérie et les autres périodes de l'évolution de l'Algérie qui continuent d'ailleurs. Juste une question que je n'ai pas vraiment bien saisie, parce que vous avez parlé, Maïssa, de jeunes aujourd'hui qui incriminent l'ancienne génération, qui sont arabo-musulmans, mais si je ne me trompe pas, de la même génération, comme Tahar ou Tahar, ont évoqué aussi cette question de dualité entre arabophones du temps où il y avait Tahar Djaoud, si je ne me trompe pas. La deuxième qui me pose problème, c'est à la fin, peut-être c'est un problème de montage, quand vous avez évoqué la Palestine à travers un livre d'être arabe, je pense que l'adhésion des peuples arabes vis-à-vis de la question palestinienne ne tient pas qu'aux dictateurs arabes. Maïssa. Oui. Non, je pense que vous avez compris en fait qu'il y avait pour moi une espèce de clivage entre arabophones, enfin cette jeunesse qui a été arabisée, et c'est pas du tout le sentiment c'est pas du tout ce que je voulais dire. Non, c'est pas du tout ça. Je voulais dire simplement que à travers une certaine forme d'enseignement, voilà, c'est pour dire les choses, on a essayé de cultiver certaines idées qui ne faisaient pas, en tout cas à ce moment-là pour nous, partie de ce qu'on nous a enseigné, nous. Je voulais parler de la différence entre ma génération qui a vécu la guerre, qui a vécu l'après-guerre et qui a, elle aussi, véritablement tourné la page pour essayer d'aller vers autre chose que cela, vers autre chose que cette violence vécue, vers autre chose, pour pouvoir construire quelque chose. Et cette génération qu'on essaie de persuader qu'aujourd'hui, tous nos maux, tout ce qui ne va pas en Algérie, je ne sais pas si je n'ai pas pu me faire bien comprendre, tout ce qui ne va pas en Algérie est dû à ce passé, sans pouvoir essayer d'analyser ce qui se passe aujourd'hui, à l'instant, sur le terrain. Voilà. Quant au livre de Farouk Mardam Bey que j'ai recommandé simplement à mon ami, c'était simplement pour dire oui, le peuple algérien est évidemment, et je l'ai dit, je ne sais pas si vous ne l'avez peut-être pas compris, mais j'ai dit le peuple algérien est tout à fait mobilisé et sensible à la cause palestinienne. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Je voulais dire que la manière dont les choses sont, sont utilisées, instrumentalisées souvent, l'analyse qui est faite par les Palestiniens à propos de tous les peuples, de tous les pays arabes, par Farouk Mardam Bey, par l'autre, Elias Sambar, c'est une analyse qui m'a vraiment intéressée parce que je trouve qu'il y a véritablement une instrumentalisation du problème palestinien de la part de certains pouvoirs arabes. Voilà, simplement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Des questions pour Kamel Daoud, Samir Toumi et Maïssa Bey aussi, bien sûr. Monsieur. Oui, j'ai une question qui va être un peu brève. J'ai vu à travers ce documentaire la liberté avec laquelle vous avez exprimé certains ressentiments pour les autorités actuelles. Quand on voit aussi ce qui se passe sur les chroniques de Kamel Daoud et même certains passages de Samir Toumi dans Alger le cri, moi j'ai une question à vous poser sérieusement. Peut-on parler actuellement de liberté d'expression en Algérie ? Oui, je sais que c'est un... Alors, Kamel Daoud, je pense que la question s'adresse d'abord à vous en tant que journaliste. Écoutez, pour moi, ça c'est le journaliste qui va répondre, le chroniqueur qui va répondre. À l'échelle, disons, du monde arabe ou de beaucoup d'autres pays qui sont en lutte ou qui sont... C'est vrai que nous avons une liberté d'expression. Mais maintenant, c'est pas le journaliste qui va parler, c'est l'Algérien.
Et quel usage fait le régime ou que je fais moi-même de cette liberté d'expression? Bon, il y a une façon d'expliquer les choses où beaucoup me disent, par exemple, Kamel, on te laisse écrire ce que tu veux parce que tu sers un petit peu à la vitrine cosmétique du pouvoir, disons. Et c'est vrai que d'alibi, parce que certains ministres, c'est vrai, ils le disent. À l'époque, quand c'était en 2011-2012, l'ancien ministre d'Israël qui sortait les chroniques au Parlement européen, regardez ce qu'il écrit sur le président et personne ne... Bon, c'est vrai que ma réponse et c'est une question qu'on m'a posée aujourd'hui, même à France Culture, en disant que la liberté d'expression en Algérie, est-ce que vous ne sentez pas que vous servez d'alibi au régime? Effectivement, je sers d'alibi au régime, mais je m'en sers aussi. C'est-à-dire, il pense croire m'accorder une liberté, j'abuse de cette liberté, et quand je lis toutes les histoires de toutes les autres histoires dans le monde, généralement c'est les gens comme moi qui gagnent. Donc lui, il fait ses calculs, moi j'ai fait les miens, mais je crois que c'est moi qui vais gagner. Effectivement, c'est une liberté d'expression qui existe, qui est plus ou moins absolue, qui est là, qui est pratiquée, etc. Mais derrière, il y a quand même des calculs d'épicier. Ceci pour l'absolu. Maintenant, juste un détail. Depuis les dernières élections, quand même, on ressent dans les rédactions algériennes une sorte de peur, une sorte de remise en question. Il y a de nouvelles lignes qui sont en train d'être tracées et qui ne sont pas dictées directement par le régime. Il ne faut pas voir l'image très classique de la censure au téléphone. C'est surtout ce que vous connaissez ici en France, des milieux et des lobbies financiers qui pèsent énormément sur les lignes éditoriales par ce que j'appelle moi, ce que Chokri Amari, un journaliste algérien, a appelé, il a dit quelque chose de magnifique, il a dit il y a l'abus de pouvoir, tout le monde le connaît, mais il y a pire, il y a l'abus d'obéissance. Et actuellement, il y a des lobbies financiers et économiques qui sont dans une sorte d'abus d'obéissance que nous, journalistes, nous ressentons dans les rédactions algériennes. Ceci un petit peu pour éclairer la situation actuelle. Mais pour le moment, c'est vrai que je me fais très rarement censurer. C'est pas le régime qui me pose des problèmes. C'est pas le régime qui m'insulte. C'est pas le régime qui envoie des lettres d'insultes et de menaces. C'est au contraire les gisements islamistes, les gisements conservateurs. Oui, c'est eux c'est eux que je peux craindre. Mais le régime, à la limite, non. Samir Toumi. Est-ce que vous êtes autant censuré Non, moi je me suis pas auto-censuré. Je pense pas qu'il y avait pas lieu de toute façon. Et sincèrement, je me suis pas posé la question une seconde. Est-ce qu'on peut tout dire de dire ou pas dire, vraiment pas une seconde, ce qui est plutôt une bonne chose rétrospectivement. Maintenant qu'on en parle. Maintenant, la question de la liberté d'expression, c'est quelque chose enfin, moi, je vais parler de comment je vis les choses au quotidien. Déjà, il y a trois choses. Il faut séparer trois choses. Il y a la presse écrite. C'est déjà une problématique à part. Ensuite, dès qu'on commence à avoir la voix et l'image, ça se complique un peu. Je veux dire, moi, personnellement, j'ai quand même été censuré. À l'époque où c'était à la radio, en 2006. La radio, ouais. Voilà. Et vraiment sur des choses extrêmement light. Et je pense que c'était vraiment une question d'excès de zèle, avant toute chose. C'est-à-dire que je pense que dans ce genre de structure très bureaucratique... Attendez, je comprends pas, ça veut voulez dire que l'écrit ne touche pas beaucoup de monde, surtout quand c'est en français. Je sais pas, sincèrement, donc, oui, ou alors c'est peut-être aussi des représentations, tout simplement. C'est pas forcément un problème de toucher ou pas toucher. C'est peut-être aussi une question de symbolique. On sait pas, peut-être que chez l'individu, mais ça faudrait poser la question à des spécialistes. Peut-être que dès qu'il y a l'image et le son, ça devient quelque chose de plus visible, de plus... Voilà. Donc ça, c'est une chose. Je vais vous la poser à vous. Est-ce que vous, ou Kamel Daoud, ou même Maïssa Bey, vous aurez pu dire ce que alors ça, par contre, dans vos livres, à la télévision? Mais je voudrais juste terminer. À la télé, non, on sent quand on est interviewé à la télé ou à la radio, on sent qu'il y a des balises chez les animateurs, chez les personnes qui vous interviewent, etc. On sent qu'ils passent entre les mailles du filet. Moi, j'ai fait de la radio, vous en avez fait aussi, tout faire. Voilà, on sent qu'il y a des balises, on sent qu'il y a des limites, peut-être beaucoup plus fortement que dans la presse écrite. Ensuite, il y a autre chose aussi, il y a le net. Donc le net, là pour le moment, c'est un énorme terrain de jeu.
où on vit tous un peu de manière virtuelle. Faut dire, je sais que je te croise beaucoup, Kamel, Maïssa un peu moins, mais bon, voilà, moi je me nourris, je vis, je suis picousé au net parce que je pense que le pouls de cette société aujourd'hui, encore, je n'en vois qu'une infime partie. Parce que j'imagine que c'est des tribus et c'est des choses comme ça, mais voilà, là on sent le pouls de la société aujourd'hui, c'est plus sur le net. Donc c'est trois problématiques différentes. Dans tout ça, en tout cas, il y a une forme de paranoïa. C'est-à-dire que chaque personne, je pense que c'est devenu un réflexe chez l'Algérien, on se dit toujours, mais ce gars-là, il roule pour qui? Il écrit pour qui? Il fait ça pour qui? Et ça, c'est presque un réflexe chez nous. C'est une seconde nature. C'est-à-dire que je suis sûr qu'il y en a plein qui se disent Daoud, il n'est pas des services par hasard. C'est pas le DRS. Edilem, machin truc, etc. Et voilà, et ainsi de suite. Mais c'est devenu une seconde nature. Alors, est-ce que ça vient des années boumédiennes, que ça nous est resté dans notre inconscient collectif, ou alors c'est quelque chose de nouveau? Mais il y a cette méfiance permanente, même vis-à-vis des voix, qui s'expriment ou qui parlent, etc. Donc, in fine, c'est extrêmement, on est quand même dans quelque chose de pas net, de pas transparent d'un point de vue gouvernance. Et donc, là-dedans, voilà, est-ce qu'il y a de la liberté ou pas? Au fond, on n'en sait rien. Voilà. Maïssa, est-ce qu'on est vraiment suspect quand on écrit en Algérie? Parce que ce que vient de développer Samir Toubi, c'est un peu ça. Hein. On peut pas. Ouais. De toute façon, toute prise de parole publique est suspecte, déjà. Déjà, le fait de prendre la parole et d'affirmer des convictions et de s'y tenir, c'est déjà suspect. Mais c'est très intéressant ce que disait Samir et la comparaison avec la presse écrite. Il faut savoir qu'il y a quand même une très grande différence d'accès à la presse écrite et à la télévision. La télévision, elle est partout. Et le mot populaire ne prend jamais aussi bien son sens qu'à ce moment-là. La télévision, c'est un moyen d'accéder à l'information ou je sais pas moi, à la distraction ou alors toutes les autres fonctions, et c'est un accès populaire. Et populaire, ça veut dire qu'il y a énormément d'audience. Donc, on fait très attention à tout ce qui se passe à la télé. On a eu des exemples récemment. Il y a des animateurs de télévision qui ont été suspendus récemment, enfin, sous des prétextes quelconques. Hein. On n'ira pas directement à dire qu'il n'y a pas de liberté d'expression, mais ça se fait. Même pour le net, il y a aussi une surveillance constante du net. Attention, les gens ne sont pas tout à fait libres de dire ce qu'ils ont envie de dire, comme ils ont envie de le dire. Hein, et on sait très bien qu'il y a une police du net. Pour la presse, oui, il y a même des arrestations. Pour la presse écrite, c'est différent. C'est un problème d'accès. Qui est-ce qui lit la presse et qui est-ce qui la lit en français? Bon, Kamel Daoud a des milliers de lecteurs, des milliers de gens, enfin, le quotidien d'Oran, d'ailleurs, qui... grâce à Kamel Daoud, je pense. Mais voilà, l'accès est quand même, disons, réservé à un ensemble, à une couche de la population qui est particulière. Donc c'est peut-être aussi ça qui fait que on sent et on le voit qu'il y a énormément de liberté dans la presse écrite plutôt que dans les chaînes de télévision et à la radio. Et en même temps, pas tant que ça, parce que justement, Kamel Daoud me racontait ses tournées en Algérie à l'occasion de la sortie de son premier roman. Là, il était chez Actes Sud, mais il est d'abord sorti en Algérie chez Barzac. Et les tournées dans l'intérieur du pays, telles que racontées par Kamel, c'était très intéressant parce que finalement, grâce au journalisme, une fois qu'un nom s'installe, une fois que les gens commencent à parler d'une voix dissidente, eh ben les lecteurs viennent. Mais c'est bien de raconter quel est le profil des lecteurs qui sont venus aux dédicaces de vos livres à l'intérieur du pays, Kamel Daoud. Avant de répondre, je vais juste préciser quelque chose pour la question. Pour résumer un petit peu ce qu'on est en train de dire, que l'accès à l'information, il est quand même hiérarchisé. C'est-à-dire, il y a des zones francophones où on peut quasiment tout dire. Il y a des zones de presse écrite et arabophones où la liberté commence un petit peu à baisser, sous pression de l'environnement, surtout conservateur. Après, on passe à l'image. Et puis, il ne faut pas oublier un quatrième point sur lequel on ne dit pas. La loi interdit d'une manière implicite de publier des journaux en langue algérienne, en dialectal.
Parce que là, l'impact sera plus énorme et plus étendu, et politiquement, c'est pas gérable. Donc, dans cette mécanique, il y a quand même des, comment on appelle ça? Il y a des exceptions, il y a des bugs. Ces bugs, c'est que vous êtes, par exemple, journaliste francophone, vous finissez par acquérir de l'audience et une image publique. Et cette image publique, quelque part, elle contourne cette hiérarchisation. Vous allez quand j'allais dans les villes intérieures pour parler de ce roman-là, je me suis retrouvé dans des villes qu'on dit moyennes et qu'on dit dans les autres plateaux, avec quand même 150 à 200 personnes en train de signer 120 romans par séance, ce qui est, même pour mon éditeur en France, qui est quand même assez exceptionnel. Et là, il y a quand même des catégories. Il y a les gens qui viennent voir le personnage plus ou moins public, mais qui lisent. Il y a les gens qui lisent la chronique, et contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas exclusivement une tranche d'âge, mais même des jeunes. Il y a les gens qui vous connaissent parce que vous êtes dans la planète net, où l'impact est beaucoup plus large. Il y a les Camusiens, qui existent aussi en Algérie et qui sont très virulents, autant que la secte française. Et il y a les anticamusiens. Enfin, il y a autant de. Il y a les gens qui n'ont pas encore fini de faire la guerre d'Algérie, etc. Donc, parler de Camus, par exemple, là, vous êtes vraiment dans l'espace qui rassemble tous les gens qui ne veulent pas se rassembler. Donc, qui sont là et qui est extraordinaire. Moi, j'avais l'habitude de dire que, et ça, c'est une image qui m'a frappé, parce que quand vous faites une vente dédicace, la deuxième, la troisième, au bout de la quatrième, vous êtes dans la lassitude, c'est-à-dire vous répétez. Et là, il vous faut, moi, je suis quelqu'un de dissident. Je faisais ça quand j'étais gamin en classe, je m'inventais des histoires pour pouvoir supporter l'enseignant. Maintenant, je le fais pour pouvoir supporter les ventes dédicaces. Donc, l'histoire, c'est quoi? Je me suis dit, mais je suis dans la scène de l'étranger quand il est dans son procès, Meursault. Dans toutes les ventes dédicaces, j'arrive à identifier le procureur, le juge, mais toujours, et je m'amuse à faire ça. Et c'est extraordinaire, c'est qu'on a toujours le procès de Camus. Tous les autres procès sont clos, mais le procès de Camus est encore ouvert. Et donc, c'était extraordinaire. C'est-à-dire, je crois qu'on est capable. Je crois qu'il y a un livre à faire autour de Camus, mais comment il est vécu, comment il est. Un jour, j'avais publié une petite chronique dans le journal, mais c'était vraiment provocateur, en disant qu'il faut un jour rapatrier les cendres de Camus, parce qu'il est à nous. Sur le net, quand même, en 3 heures, 4 heures, 250 réactions. C'est assez. Il suffit de prendre ces réactions, de les publier, je pense que c'est assez spectaculaire. Bah oui. Oui, mais parmi ces réactions, quand même, puisque j'ai eu le privilège de les dire, je me suis rendu compte qu'il y a des vrais lecteurs de Camus en Algérie. Ah bah oui. Ben oui, de vrais lecteurs et qui sont d'une perspicacité qui vous étonne, qui ont quand même, pour revenir un petit peu à cette façon qu'a Maïssa Bey de parler de la guerre avec paix, et qui peuvent parler de Camus d'une manière très intelligente, très constructive, et qui va apaiser, et qui est en train de chercher au-delà. Je veux dire, qui va au-delà de la petite phrase fameuse entre la justice, sa mère, etc. etc. Justement, s'il n'y avait pas cette histoire clivante, ce débat autour de Camus, est-ce qu'il y aurait eu autant de lecteurs de Camus en Algérie? Est-ce qu'un lecteur, un écrivain en Algérie est obligé d'avoir, en plus, une personnalité, avoir pris des positions politiques suffisamment... Non, je suis le meilleur exemple. Hein. Ouais. Non, mais c'est vrai, je veux dire... Moi, je veux dire, contrairement à Kamel Daoud, comme tu dis, je suis dans les affaires, très cher. Ça, c'est la nouvelle du jour. Et voilà. Et donc, je veux dire, je ne suis ni journaliste, ni voilà. Et ce livre, c'est un premier livre qui est sorti et qui a eu une promo, c'est vrai, qui a été un peu en boule de neige. Moi, ma grande surprise, c'est que les gens écoutent beaucoup la radio, en fait. Alors, est-ce que c'est les embouteillages ou l'ennui? Mais en tout cas, ils écoutent beaucoup la radio, ils regardent la télé. Et du coup, les gens qui venaient aux ventes dédicaces, etc., venaient parce que ils avaient lu des critiques qui étaient plutôt positives sur le livre, et donc ils avaient envie de découvrir l'auteur. Donc c'est pas forcément, comment dirais-je, en tout cas me concernant, ce qui a permis à ce livre d'avoir un écho du tout. Et Maïssa, alors vous qui regardez tout ce monde littéraire algérien à partir de votre ville de Belabès,
qui n'est pas une petite ville non plus. Hein. On ne peut pas parler de ça. C'est le siège de la Légion. C'était le siège de la Légion étrangère quand même. Hein. On a eu nos heures de gloire. Moi, je pensais à l'histoire du théâtre, à l'histoire de tous les hommes de cinéma, de la poésie qui sont sortis de Sidi Bel Abbès. C'est une ville très chère. Comment vous voyez un peu le monde des livres éditoriaux et des éditeurs à Alger? De quoi on parle aujourd'hui dans la littérature algérienne? Est-ce que le politique est aussi présent, l'histoire, le politique aussi... politique est forcément présent. Il est dans chacun de nos gestes déjà. Au départ, dès qu'on ouvre la porte, on est dans l'acte politique parce que, et puis de toutes les façons, c'est très bien que tout le monde enfin en Algérie en tout cas, tous les citoyens ont un point de vue sur la conduite du pouvoir, sur la conduite des affaires, qui savent très bien comment il faut gérer un pays et qu'est-ce qui est à faire, qu'est-ce qui n'est pas à faire. Prenez un taxi, il vous fera vraiment tout le programme de la gestion de l'Algérie, etc. Ce qui va, ce qui ne va pas, etc. Non. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir je reste toujours placée sur le plan culturel. Il me semble qu'il y a de plus en plus de voix qui s'expriment, qu'elles soient audibles ou inaudibles, qu'on va dire qu'elles soient entendues ou pas, mais l'essentiel, c'est que les choses existent. Et il y a une expression de Kamal que j'aime beaucoup qui dit il faut rester en état de... On ne dit pas qui me maintient, c'est pas ça qui me maintient en vie, mais c'est ce qui me maintient en veille. Et je trouve que cet exemple, cette expression est très très belle. C'est le fait de savoir que malgré tous les problèmes qu'il peut y avoir dans le pays, quels qu'ils soient, problèmes politiques, économiques, problèmes sociaux, problèmes religieux, etc., il y a toujours ces voix dissidentes qui arrivent à se faire entendre, d'une manière ou d'une autre. Peut-être par Facebook, simplement, hein, et on a de grandes surprises. Quand on va sur YouTube et qu'on entend certaines choses, vraiment, on a des surprises incroyables. Ou alors simplement par le cri, par l'écriture, par quelques interventions qui existent et qui sont, qui nous rassurent, voilà, quelque part. Et vous ne pensez pas que ces voix dissidentes, comme vous dites, sont encore prisonnières du contexte politique et historique algérien? Est-ce que l'idée, c'est d'espérer qu'un jour, la littérature algérienne serve aussi à faire voyager, rêver, voyager à l'intérieur ou des esprits ou à l'extérieur du pays? À l'intérieur et à l'extérieur, pourquoi pas, oui, qu'elle se fasse entendre. L'essentiel, c'est qu'elle se fasse entendre. Et on sait très bien dans l'histoire de la littérature que les plus grands mouvements littéraires et les plus grands auteurs, en général, ceux qui s'expriment surtout dans des périodes, justement, où il y a quelque chose de l'ordre de l'empêchement de s'exprimer. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là en Algérie aussi. Et elles arrivent à se faire. Souvent, j'ai eu cette question bizarre qui m'a été posée. Comment vous faites pour écrire en Algérie? Alors je dis, je prends une feuille et un stylo. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Les gens n'arrivent pas à comprendre, enfin c'était surtout dans les années difficiles, comment vous faites pour écrire en Algérie? Bien, voilà, l'absurdité de cette question... Je trouve que c'est aussi une réponse. Il faut l'absurdité de la réponse que j'ai donnée. C'est-à-dire qu'on peut écrire, on peut dire les choses, on est entendu ou pas, mais en tout cas, ça apporte quelque chose d'important. L'idée qu'on peut continuer à transmettre et à être entendu. Voilà. Et enfin, pour terminer, Maïssa Bey, est-ce que le public que vous avez en Algérie, quand vous faites vos tournées, quand vous faites des ventes dédicaces, ressemble un peu au public qu'on a aujourd'hui ici à Lima? Il y en a quelques-uns déjà ici qui me suivent aussi à Alger. Aussi Oui, non, ils sont un avion spécial, on a affrété. Non, mais oui, le public ressemble. Beaucoup de femmes, bien entendu, beaucoup de jeunes femmes aussi qui viennent me parler de ce qu'elles ont ressenti à la lecture de certains de mes textes qui parlent justement de femmes. Non, c'est exactement la même chose, le même type de questions et la même, la même connivence, on va dire, avec elle. Merci Maïssa Bey, merci Kamal Daoud, merci Samir Toumi. Et doublement merci puisque vous avez accepté de vous prêter à une autre séance de vente dédicace à la librairie de l'Institut du monde arabe. Merci beaucoup. C'est pas une corvée, allez.